la désertification, la déforestation, l'acidification des océans, l'érosion massive de la biodiversité, la chute des stocks de ressources halieutiques et les multiples formes de pollution se sont considérablement accélérées depuis les années 1950. Et pour cause, la croissance démographique a engendré une urbanisation insuffisamment planifiée qui a entraîné des problèmes d'assainissement, de gestion des déchets domestiques et industriels, des problèmes d'éducation sanitaire, des problèmes d'habitat et de cadre de vie. Mesdames et messieurs, bienvenue à notre magazine, les rendez-vous de l'environnement. Soko, village du département de Bondoukou, région du Gontougou. Soko est situé à 7 km de Bondoukou et 3 km de la frontière du Ghana. Un village dont l'origine remonte à l'ère du leader charismatique Samori Touré. C'est à cette époque qu'un certain Mela, chasseur de son état venu de la région Sénoufo, s'installa en ces lieux. Il nomma ce lieu Soleil Kolo, c'est-à-dire route des éléphants en Sénoufo, peuple du nord de la Côte d'Ivoire. Soleil Kolo deviendra plus tard Soko, aujourd'hui village touristique. L'équipe de reportage arrivée en ces lieux a fait don de 2 bouteilles de liqueur comme l'exige la coutume. Après la cérémonie de purification dans le secret des dieux de Soko, le conseiller Ouattara Adaman peut enfin relater l'histoire de Soko. C'est le village fondé par Tolé Mela que vous voyez. C'est un originaire de Silman Tchali Kourougo. C'est un Sénoufo. Ils étaient venus avec son grand frère, sa famille, pour s'installer dans un village non loin d'ici, appelé Wolkei. Et c'était un grand chasseur des gros gibiers, des éléphants. Donc ils étaient installés à Wolkei et ils venaient faire sa chasse ici à l'époque. Lorsqu'il était arrivé, il avait trouvé les traces des éléphants, des gros gibiers ici. Ici, au palais de Soko, où nous sommes reçus, sur le mur est retracée l'histoire de Soko et celle de l'organisation de ce royaume. Où tu vas aller t'installer? Il a dit que sur le Kolo Janunbese. Cela veut dire je viens m'installer où il y a les pistes des éléphants. Quand il était venu, il avait trouvé les singes là en place ici, à l'époque. Et un fusil chargé contre des gros gibiers, des éléphants, il avait trouvé que pour prendre ce fusil et aller tirer sur un singe, c'était du gaspillage, des poudres de fusil. C'est pour cela qu'il ne battait pas les singes. Les singes aussi, en le voyant, sans être menacés, ils n'avaient plus peur de lui. Et lui, à son tour, dans sa solitude, en voyant les singes en train de faire des grimaces comme des personnes, ça lui plaisait. Donc, seul, il voyait les grimaces des singes et puis il riait. Cela veut dire qu'il s'est trouvé comme il était avec des personnes. Voici la cause qui a fait que les singes se sont habitués à lui. Notre préoccupation, voir les singes. Où vivent-ils? Où sont-ils? Vivent-ils dans ce village? Autant d'interrogations de notre part. Des interrogations auxquelles répondront le conseiller
Après plusieurs heures de conclave des sachants du village de Soko, l'information tombe. Revenez à 16 heures. Comme les hommes de Soko, les singes sont allés en brousse. Ils ne reviennent que vers 16 heures des champs. Que pouvons-nous faire après ces consignes? Nous décidons de repartir à Bandoukou pour d'autres activités. Observez la danse de feu au festival Tojo, une danse des initiés. Même je peux manger sans rien, ça va. Si tu n'es pas initié, en tout cas, tu vas le pot cassé. Mais il faut un nœud du village d'Abima. Déjà, quand tu es un nœud, il y a des sacrifices à faire. Quand tu fais des sacrifices, ça ne te fait rien. À 16 heures, quand nous nous rendons dans un petit bosquet non loin du village, voici les singes de Soko. Ils sont concentrés dans une petite forêt préservée, délimitée par un cours d'eau, le Umboulou, une rivière aussi sacrée où il est strictement interdit de s'adonner à la pêche. Les primates sont réputés sortir en grand nombre chaque vendredi, jour que l'on choisira donc de préférence dans la mesure du possible pour visiter Soko. Néanmoins, ils sont présents tous les jours. Nos provisions, composées de pain, de fruits, sont servies grâce au guide. Ils mangent les fruits plus le pain. Parce que le pain, mais la première nourriture préférée, c'est la banane. Voilà. Après la banane, il y a la mangue, goyave, ananas, papaye, arachide, maïs. Ils viennent jusqu'à chez moi à la maison. Ils connaissent, c'est de la forêt, en même temps les champs d'anacade, là, et puis ils sont à la maison. Ils dépassent plus de 300 singes en tout cas. Parce qu'il y a plusieurs qualités de singes. Il y a, si vous voyez, voici un qui est là noir. Vous le voyez directement à côté là-bas. Plus ceux-là. Mais c'est ceux qui sont là-bas là, qui sont les plus nombreux. Les noirs là, ils sont les plus nombreux. Mais ceux-là, j'ai calcul, ils dépassent plus de 100. Plus dépassent 100. Qui est dans les 200. Mais les noirs là, eux, ils sont dans les 300, 400. Ils dépassent même 400. Ils sont très très nombreux. Ils sont en plusieurs groupes. Vraiment, je demande beaucoup aux autorités de venir nous aider. Parce que de venir m'aider. Aider le village à pouvoir maintenir ces singes. Parce qu'aujourd'hui, vu l'évolution du village, les singes sont à disparaître. Sont à disparaître un peu. Parce qu'aujourd'hui, avant les singes étaient dans le village, mais aujourd'hui ils sont en brousse. Demain ils seront où? Certes, l'histoire du village de Soko et le statut sacré des singes a plusieurs versions. Mais ce qui est unanime, à Soko, on ne consomme pas la viande de singe. Lorsqu'ils meurent, on les enterre comme les hommes. Autrefois, les singes tenaient compagnie aux hommes. Aujourd'hui, de plus en plus méfiants des hommes, les singes se montrent peu et la légendaire sympathie entre eux et les hommes peut s'effriter si l'on y prend garde, car le développement du village de Soko ne tient pas compte de la vie de ces singes. Les ministères du tourisme, de l'environnement et du développement sont interpellés. L'eau, la faune et la flore sont les éléments essentiels de notre environnement. Pour un corps sain, il faut un environnement sain. Quelle sera la situation de nos populations si nos forêts, nos fleuves, nos rivières sont souillées par des produits chimiques que nous déversons chaque jour dans nos eaux? À Tiessou, à environ 431 km d'Abidjan, dans la sous-préfecture d'Ando-Kékrenou, le bandement a rejeté au large des tilapias presque morts. Pour en savoir davantage sur les causes de ce phénomène, nous nous sommes rendus à Tiessou, village de la sous-préfecture d'Ando-Kékrenou.
Nous sommes à Béoumi, dans la sous-préfecture d'Ondoké-Crénou, et c'est à environ 430 km d'Abidjan, au centre de la Côte d'Ivoire. Selon une information relayée par les réseaux sociaux et la presse, des tilapias, appelés communément carpes, sont découverts au bord du fleuve Bandama, dans le village de Tiessou. À Ondoké-Crénou, le sous-préfet de la localité nous reçoit pour nos civilités et en savoir davantage sur les tilapias rejetés par les vagues du Bandama. Je voudrais, à titre de rappel, indiquer que le phénomène des poissons morts et rejetés sur la berge, je précise des poissons de la variété des carpes, uniquement de cette variété, ont été donc rejetés sur la berge. Et sur ces poissons, nous avons pu observer des traces, des blessures, avec même du sang sur ces poissons. Au niveau du village de Tiessou, village relevant de notre circonscription administrative, a été observé dans la nuit du jeudi au vendredi 24 juin. Et c'est exactement le vendredi 24 juin que nous avons eu cette information. Nous avons, dès réception de l'information, nous avons saisi le chef de la police pêche, élevage, aquaculture, qui est sous notre autorité ici à Ondoké-Crénou. Et nous lui avons donc demandé de diligenter une mission à l'effet de nous rapporter toutes les informations. Après les échanges avec le sous-préfet d'Ondoké-Crénou, encore 70 km à parcourir à moto et nous voici dans le village de Tiessou. Ici, les populations qui vivent de la pêche sont en désarroi et pour cause, la pêche et le commerce de poissons sont suspendus par les autorités locales. À Tiessou, nous échangeons avec les populations entourées de leurs chefs de village. Oui, voilà. Avant, les femmes vendaient les poissons. Mais c'est avec ça, nos mamans et nos femmes nous aident à scolariser les enfants, à sauver nos besoins. Mais pendant la crise, tout a été arrêté. Ils sont restés comme ça. Et chef, ils sont là comme ça. Chef dit les femmes sont là comme ça. Elle dit quand elle vend du poisson, ça se débrouille. Ça elle aide sa famille, ça elle aide son mari. Mais aujourd'hui, où il a eu ce cas, ça s'est arrêté. Elle ne vend plus, elle ne fait plus rien. Elle est là, il n'y a pas du poisson même à manger. Il n'y a rien comme argent, ça finit. De jour en jour, un peu qu'elle a eu, c'est fini, même elle ne sait même pas ce qu'elle a fait. Donc tout est bloqué. Donc on vous demande pardon d'aider la population parce qu'aujourd'hui, là, nous souffrons, vraiment nous souffrons. On ne sait pas, à chaque fois on appelle le lieutenant, pardon. Il faut parler aux gens pour qu'on nous l'aide un peu. Il faut leur parler pour qu'on nous l'aide. Que poisson là, c'est fini, son problème est fini. C'est depuis le 23 juin 2023 que nous avons été alertés d'un phénomène, d'une mortalité vraiment inhabituelle des tilapias et qui sont rejetés par l'eau. J'ai été ici, mon équipe et moi, le même vendredi 23, nous avons été ici pour vérifier l'information. Et au sortir de là, nous avons essayé de prendre certaines dispositions, des premières mesures. C'est des pêcheurs qui m'ont appelé, m'ont dit qu'il y avait des poissons qui mouraient. Mais habituellement, ces poissons meurent. Il arrive des périodes à la montée de l'eau, il y a des mortalités comme ça. Quand l'eau, parce que l'eau, les poissons ont besoin d'oxygène. À la montée de l'eau, toutes ces herbes que nous voyons, quand l'eau va monter, l'eau va occuper tous ces espaces. Donc la concurrence de l'oxygène, les herbes, en faisant la concurrence de l'oxygène avec les poissons, il y a manque d'oxygène dans l'eau.
Donc les poissons, les tilapias qui sont beaucoup vulnérables, ce sont des poissons qui meurent parfois. Il y a des périodes où ces tilapias meurent ainsi. Mais de cette fois, la mortalité était un peu plus élevée. Donc vraiment, ils ont trouvé que c'est un phénomène un peu plus particulier que d'habitude. Donc nous sommes venus, on a pris quelques échantillons de poissons que nous avons regardés. Nous avons vu qu'il y a des blessures, il y a des lésions, il y a des parties où les écailles sont quittées, la chair même est un peu bouffée. Parfois on trouve le poisson encore vivant, mais comme il y a du sang dans les écailles, il y a des parties du poisson qui ont l'air comme si c'est blessé. Mais vraiment, personne ne connaît la cause de ces blessures ou bien de ce mal-là. Sur les causes réelles de ce phénomène de tilapia rejeté par les vagues du fleuve Bandama, beaucoup de spéculations sont en cours. Pour certains, les importantes découvertes de gisements miniers, or, manganèse, des dernières décennies sont les causes de la pollution du fleuve de Bandama. Après les explications du chef de poste, nous nous entretenons avec le chef des pêcheurs. Est-ce que vous pouvez dire ce qui s'est passé de façon concrète? Mon papa dit ils sont sur l'eau depuis 1971. Les poissons qui sont rejetés par le Bandama, chaque année ça se fait, mais cette fois-ci, les poissons rejetés du Bandama n'est pas pareil. Souvent, les poissons rejetés du Bandama qu'on voit cette année sont blessés, assez de sang. Il dit, lui à son avis, comme les poissons sont trop dans l'eau, c'est en se battant, ils se sont blessés. Pour certaines populations les mieux averties, les principales causes du rejet des tilapias par les vagues seraient l'utilisation des produits tels que le cyanure et le mercure par les orpailleurs clandestins. En effet, les orpailleurs utilisent les produits chimiques mercure, cyanure, zinc, cuivre, etc. pour récupérer l'or. Ces produits sont rejetés dans les cours d'eau environnant les sites d'orpaillage. Ceux-ci contaminent les sols et les eaux et par la suite la chaîne alimentaire, quand d'autres plus superstitieux accusent les génies des eaux qui seraient entrés en colère. Vivement que les causes réelles soient trouvées pour des solutions durables. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable est interpellé. La conversion des forêts en terres agricoles afin de nourrir les populations locales, l'urbanisation ou l'aménagement du territoire et l'exploitation illégale du bois sont quelques-unes des principales causes de la déforestation. Ainsi, de 1960 à nos jours, la Côte d'Ivoire a perdu, selon les spécialistes, 90% de son couvert forestier. À la Sodefort, dans le centre de gestion de San Pedro, pour la reconstitution des forêts classées, l'on parle plus de l'agroforesterie. De plus de 16,5 millions d'hectares à l'indépendance en 1960, le couvert forestier ivoirien est progressivement passé à environ 12 millions d'hectares en 1970, puis à 4 millions en 2000. Aujourd'hui, c'est près de 90% de la forêt que la Côte d'Ivoire a perdu en plus de 60 ans d'existence. Pour sa reconstitution, plusieurs concepts sont proposés. À la Sodefort, au centre de gestion de San Pedro, il s'agit de la mise en œuvre du programme d'investissement forestier à travers l'agroforesterie. Alors, le centre de gestion de San Pedro est à cheval sur 5 régions administratives, à savoir la région de San Pedro, la région du Boclé, la région de la Nawa et en partie les régions du Go et du Luc-Dibois. Le centre de gestion de San Pedro gère au total 11 forêts classées qui couvrent 659 196 hectares,
c'est des forêts qui ont un taux de conservation inférieur à 20%. Elles sont donc fortement dégradées et offrent pour cela un important potentiel pour la régénération par le moyen de l'agroforesterie. Avant la mise en œuvre de cette stratégie de l'agroforesterie, des différentes missions de large consultation avec les populations autochtones et les communautés locales ont été effectuées. Il s'agissait de recueillir toutes les observations possibles et les différentes propositions pour la réussite de l'opération. Outre la nécessité d'en évaluer l'importance, il est question de clarifier les ressorts, facteurs clés de succès de cette mise en œuvre. L'étude est basée sur une série d'informations existantes identifiées lors des consultations avec les parties prenantes et les communautés sur les diagnostics socio-économiques réalisés sur le terrain et sur la phase de développement, des choix d'aménagement et de la phase de préparation. Ce programme d'investissement forestier s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la nouvelle politique forestière, qu'on appelle politique de réhabilitation et d'extension de nos forêts. Et cette politique a décliné une nouvelle façon de gérer l'ensemble du domaine forestier national. Relativement aux forêts classées, il y a eu une catégorisation des différentes forêts classées pour leur octroyer une nouvelle façon de reconstituer le couvert. Le complexe de forêts classées dans lequel nous sommes, la Haut-Dodo et Rapide Gras, font partie de la catégorie 3. Il s'agit des forêts qui sont très dégradées, où la solution à appliquer est l'agroforesterie de façon permanente. Et il s'agit de travailler avec nos populations, de travailler avec nos planteurs pour pouvoir reconstituer au minimum 75% de la forêt. Et donc le programme d'investissement forestier qui vient de démarrer effectivement permettra à l'État ivoirien de sauver cette forêt. Après la présentation en plénière des activités prévues dans les plans d'aménagement et des forêts classées, des échanges approfondis avec des groupes séparés ont eu lieu autour des questions contenues dans le guide d'entretien et conclu avec une synthèse à nouveau en plénière. Cette approche a permis aux groupes homogènes de s'exprimer librement sur les questions relatives aux conflits sociaux et aux modes de restauration des forêts classées de Haut-Dodo et de Rapide Gras. Après ce déguerpissement, ce projet est venu. Ma population et moi, nous avons pris ce projet-là à bras le corps. Oui. Et jusqu'à aujourd'hui, nous sommes toujours prêts. Et je continue de sensibiliser la population afin que ce projet-là soit réalisé. Quand je dis j'ai été pour, ça veut dire que ma population et moi, nous tous, nous avons été pour. Voilà. Et c'est ce que vous voyez, c'est la preuve que vous voyez là. Nous sommes prêts à soutenir le gouvernement pour que ce projet soit réalisé comme il se doit. Ces arbres, c'est nous qui l'avons planté. On va les entretenir jusqu'à ce qu'ils vont grandir. Donc c'est ce que nous souhaitons. Nous sommes d'accord. Oui, d'accord. Nous sommes d'accord avec ce que le gouvernement décide. Au terme de cette visite-là, je tiens, au nom de Monsieur le Préfet des régions, transmettre toutes ces félicitations et ces remerciements aux eaux et forêts et à la SODEFOR pour tout le travail abattu, pour tous les efforts consentis pour mener à bien ce projet. Et nous sommes vraiment très impressionnés par ce que nous avons pu découvrir sur le terrain. Nous avons eu l'occasion aussi de discuter avec les paysans, les personnes qui sont entretenues, ces plants qui les ont plantés. Nous avons pu constater qu'ils ont vraiment adhéré à cette politique d'agroforesterie et nous en sommes heureux.
Et nous sommes heureux aussi que les populations l'accueillent d'un avis favorable et qu'elles s'impliquent effectivement dans l'accomplissement de ce projet. Ensemble. Et pour pouvoir le faire, il faut écouter ceux qui sont ici, les gestionnaires. L'État a demandé de ne plus chasser quelqu'un dans les forêts classées, mais de faire en sorte qu'on travaille ensemble pour que la forêt redevienne un peu comme avant. Si on constate que vous observez ce qu'on préconise, ça sera très bon entre nous. Mais si on finit de parler et puis chacun fait comme s'il a compris, et puis quand on s'en va, on fait le contraire, on va dire que ça ne marche pas, on n'a qu'à penser à une autre solution. Et l'autre solution là, c'est de vous enlever ici. Vous allez dire que l'État vous a menti. L'État ne vous a pas menti. C'est vous qui n'avez pas observé ce que l'État a dit. Il convient de rappeler que dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale RED+, la Côte d'Ivoire a postulé avec succès au programme d'investissement forestier pour la mise en œuvre de la SPR-EF. À ce titre, elle a bénéficié d'un premier financement qui lui a permis d'élaborer les plans d'aménagement des forêts classées de la Haute Dodo et des Rapides Gras, ce qui a permis la création de 14 288 hectares de parcelles agroforestières avec la contribution des producteurs de cacao, et cela de 2021 à 2023. Mesdames et messieurs, nous poursuivons ce magazine avec la rubrique Planète Info. Poursuivons ce magazine avec la rubrique Planète Info. Embouchure de Sassandra, un site touristique à visiter. Le Sassandra est un fleuve de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Comme le Bandama et la Koumoué qui coulent plus à l'est, il traverse le pays du nord au sud et se jette dans le golfe de Guinée. C'est à ce niveau de l'embouchure que l'on constate des merveilles. L'embouchure de Sassandra, un site touristique à visiter. L'érosion côtière. Le littoral de la Côte d'Ivoire se développe d'est en ouest sur près de 570 km de côte. Il est l'un des plus étendus des pays de l'Afrique de l'Ouest. Sur ce littoral, les habitations et les infrastructures construites à proximité voient leur intégrité progressivement menacée par le recul du rivage. Les dégâts matériels sont similaires à ceux provoqués par des effondrements. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin le magazine Les Rendez-vous de l'environnement. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur Business 24 Africa.